24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse. Qu'y a-t-il de plus attractif dans le métier de journaliste que les rencontres qu'on fait sur le terrain ? Une fois par mois, je prolonge le dialogue avec l'une de ces rencontres de personnalités qui font bouger la Dordogne. Si le courant est particulièrement bien passé entre nous, c'est parce que, comme moi, elles aiment ce qu'elles font et ont à cœur de le partager. Prêt pour une nouvelle rencontre ? C'est parti ! Ma nouvelle invitée est bien connue de ses studios radio, RLP, puisqu'elle anime tous les mois une émission autour du sport et cancer, sport et santé. Ma nouvelle invitée est une athlète. Bienvenue, Julia Padouche. Bonjour Emma. Alors, donc, comme on l'a dit, tu animes une émission tous les mois, mensuelle, autour de l'association Camille Sport et Cancer. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? L'association Camille Sport et Cancer, c'est une association connue depuis 25 ans sur le territoire français. Elle a été créée par Jean-Marc Descotes, un ancien karatéka de haut niveau, et par Thierry Bouillet, qui est un oncologue des hôpitaux d'Avicenne. Le but, c'est de prendre en charge tous les jours un maximum de patients en situation de cancer oncologique et hématologique, les cancers du sang également, et les praticiens en France interviennent également en pédiatrie pour les enfants. Le but, c'est d'assurer un soutien pour le patient physique, de limiter la fonte musculaire, la perte de conditions physiques en lien avec les différents traitements. Ça peut être la chimiothérapie, la radiothérapie, ça peut être également l'immunothérapie. Le but, c'est vraiment, en tant que praticien, de travailler sur des séances, des consultations de suivi avec les patients. On prend en charge 3000 patients par semaine en charge à l'échelle nationale, ce qui est énorme. On est le premier réseau référencé cancer du sein en France, et il y a des maisons Camille Sport Cancer qui ouvriront en septembre. La première, elle ouvre en septembre à Paris. Donc le but, c'est vraiment de se faire connaître et reconnaître dans le monde de l'oncologie. À Périgueux, ça a commencé il y a 25 ans aussi, ou c'est un peu plus récent ? À Périgueux, c'est un peu plus récent, une quinzaine d'années. L'association a été portée de nombreuses années par Lionel Roy, un sportif très réputé en Dordogne et à l'échelle française. Et il a été repris par différents praticiens par la suite. Je suis en Dordogne, moi, depuis 12 ans, mais j'ai réellement récupéré la Camille depuis 4 ans. Après la passation du DU Sport et Cancer et de la formation de médiété. La formation de médiété qui permet de prendre en charge le patient de manière rigoureuse par le toucher et par la parole. Oh là là, tu vas trop vite là. 12 ans en Dordogne, donc ça veut dire que tu avais... Jeune trentenaire, bientôt 30 ans, c'est ça ? Bientôt trentenaire. Le temps passe. Et je suis depuis des années en Dordogne. Je me suis ancrée en Dordogne. J'ai un réel réseau en Dordogne. J'ai été au collège ici, au lycée. Où ça ? Dis-nous tout. Alors, j'ai commencé du coup au collège La Roche-Beaulieu, à côté d'Annecy-Beaulieu. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et ensuite, j'ai été au lycée Gilles Beaufort, dans lequel j'ai fait un bac. J'ai validé sans mention, mais avec tension, un bac ES. J'aime bien la formule. Un bac ES. J'étais pas la meilleure de ma classe. En théorie, les cours m'ennuyaient et j'ai un naturel hyperactif. J'ai du mal à me poser sur une tâche et une activité. Par contre, j'ai été la meilleure en sport et du coup, très tôt, j'ai été connue et reconnue au sein du lycée comme une des meilleures athlètes. Et la danse, on en parlera plus tard, mais c'est une pratique que tu suivais en parallèle ou... La danse, en fait, notre mère, avec ma sœur, avec qui j'ai 2 ans d'écart, elle nous y a mis à l'âge de 3 ans. Ma sœur, donc à la baby gym, ma sœur était même plus jeune, elle avait à peine 2 ans et demi. J'allais vers 4 ans quand j'ai commencé et finalement, la danse classique, elle m'a suivie jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Je me suis construite danseuse
on nous faisait travailler tout, la souplesse, la technique, la discipline. La danse classique nécessite beaucoup de discipline. C'est aussi ce qui m'a permis de me poser dans cette hyperactivité, cette fougue que j'ai toujours portée en moi. J'ai quand même eu un cadre de vie, des parents qui me structuraient bien. Et ça m'a permis finalement de me construire sur des bases quand même de vie disciplinaires, strictes, avec un père enseignant aussi qui m'a beaucoup suivi, que ce soit en cours et en sport. Et qu'est-ce qui a pris le dessus finalement dans tes études, sport-études, tu m'as dit? En fait, à la fin des années lycée, les profs de sport ont dit à mes parents que ce serait bien que j'aille en STAPS. Moi, franchement, j'avais aucune idée. Mon père voulait que je fasse des études, mais j'avais aucune idée d'où je voulais aller. Moi, ma vocation en troisième, c'était d'être coiffeuse, mais en fait, on m'a pas permis de continuer. Mes parents m'ont pas permis de continuer. Et du coup, parce que c'était pas un métier soi-disant à ma hauteur. Du coup, j'ai décidé de faire des études. Je savais pas trop où aller, et c'est vrai que le sport, c'est venu comme une évidence parce que n'étant pas la meilleure de la classe, ayant des grosses difficultés à l'école, je ne pouvais pas, avec 11 de moyenne, les bras levés, avec beaucoup de difficultés, aller faire des études à la fac qui nécessiteraient des horaires de 8h à 18h, beaucoup de travail. J'ai donc décidé d'aller en sport. Mes parents m'ont suivi dans cette démarche. C'était par tirage au sort, les années STAPS à l'époque où on rentrait en STAPS par tirage au sort. Donc en fait, j'ai décidé de postuler à Talence et dans différents lieux en France. Et en fait, j'ai été prise à Talence du premier coup, donc à côté de chez moi. Je crois que c'est assez sélectif. Je connais pas précisément la filière, mais c'est bête et méchant. En fait, c'est du tirage au sort. C'est-à-dire que des très grands athlètes peuvent être recalés parce qu'on est juste tiré au sort. Moi, j'ai eu la chance, avec quelques personnes de Dordogne, d'accéder à STAPS. Alors, la première fois, on était 4000 dans l'amphi et j'ai fini par valider ma licence STAPS sans redoubler, sans difficulté. Mes années sont très bien passées, j'ai bossé très dur, j'ai travaillé très dur. Et en fait, la dernière année de STAPS, j'ai validé aussi le diplôme handisport qui m'a ouvert des portes, notamment dans le monde de l'activité physique adaptée et santé. Et alors, pourquoi ? Est-ce que tu as une sensibilité, tu as développé une sensibilité auprès de personnes peut-être qui présentaient des fragilités justement physiques ? Est-ce que ça te parlait ? Alors en fait, j'ai été très tôt confrontée au monde du handicap en fait. Et très tôt, ça me faisait me poser des questions. J'ai une mère qui est psychologue, donc elle est habituée, elle a toujours travaillé dans les hôpitaux. Et c'est vrai que le monde de la santé m'a attirée. Il y a un côté très... Sans être le sauveur, parce qu'on n'est jamais sauveur, mais il y a un côté très valorisant finalement de prendre en charge les personnes en situation de handicap. C'est une belle cause humaine. Et c'est vrai qu'en STAPS, en arrivant en sport-études, en fait, moi j'allais pour faire le sport et valider un diplôme, parce que c'était la directive qu'attendait mon père de moi en fait. Mais je ne savais pas trop vers où aller, quelle spécialité faire. Quand on m'a présenté... on nous a présenté sur une journée les différentes filières. Il y avait le management, encadrer les clubs de sport, la paperasse, la bureautique. Il y avait éducation et motricité pour faire prof de sport, le coaching sportif en salle de sport. Je trouvais ça tellement superficiel que ça m'attirait pas du tout. Et je me suis dit, tiens, il y a la licence TAPS APAS. Et la licence TAPS APAS, c'était le monde du handisport, le monde du handicap. Et on nous avait présenté une vidéo en oncologie, en cancéro, justement, qui m'avait particulièrement marquée sur des enfants en pédiatrie. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de m'impliquer. Je suis partie dans ce domaine. Pour la première fois de ma vie, dans la classe handisport, j'ai été la meilleure de ma classe. C'est-à-dire j'ai réussi à très tôt m'intéresser et naturellement T'as trouvé ta voie, j'ai envie de dire. Là, vu ton parcours aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais... Et à côté de ça, j'ai arrêté la danse classique sur ma première année de STAPS et je me suis mise à l'athlétisme. Et l'athlétisme, en fait, au club US Talence, c'est très bien passé. T'as dû le voir dans certains de mes podcasts Instagram, j'ai fait des troubles du comportement alimentaire, mais j'ai quand même réussi à progresser en parallèle sur mes années d'athlétisme. J'ai fait que progresser jusqu'au meilleur niveau aujourd'hui, donc je suis contente. On va en parler. Mais là, on va revenir juste autour de la pratique du médiété. Et comment tu as connu l'Académie Sport et Cancer ? Comment s'est fait le lien ? Comment tu as été amenée à y travailler finalement ? En fait, le lien avec l'Académie, il a été plutôt évident. Et en fait, je crois au petit clin d'œil dans la vie, au destin. En fait, je travaillais à la SPTT Grand Périgueux. En sortant de la fac, j'y suis restée 3 ans. J'étais agent de développement sportif.
Pour les auditeurs qui nous écoutent, agent de développement sportif, c'est tout simplement on est gestionnaire, on est au bureau, on gère la com, on gère les différentes sections du club et j'ai ouvert des sections handisport et de yoga du rire parce que j'ai également un diplôme de yoga du rire. Donc au sein de ce club, j'allais aussi en entreprise faire des ateliers de yoga du rire. D'ailleurs, c'est la mode, tout le monde adorait ça et ça crée une ambiance du tonnerre entre les salariés. J'ai été jusqu'à faire 2-3 heures de route sur une journée pour répondre à des demandes. Oui, en fait, ça te rend heureux. Rire, simuler le rire, ça rend heureux au quotidien et on devrait tous rire plus au quotidien. Pour revenir au sujet, du coup, j'ai été agent de développement 3 ans à la SPTT. Et au bout de 3 ans, j'ai vu une annonce, je crois que c'était sur Indeed, comme quoi ils cherchaient un praticien à l'ACAMI. Et c'était exactement le diplôme que j'avais et le profil que j'ai avec les mêmes qualités qu'ils recherchaient. Qui te correspondait, ouais. J'ai donc postulé. Rapidement, j'ai fait une visio avec les responsables. J'ai eu un entretien à Bordeaux. Et en fait, j'ai été prise. Et c'est là que l'aventure a commencé avec donc des formations à Fontainebleau, des formations de médiété. Et donc, la pratique utilisée à l'ACAMI actuellement, qui est une formation qui est quand même très détaillée sur le corps humain. On a révisé toute l'anatomie avec une kinésithérapeute. Donc, c'est très minutieux. Et le DU Sport et Cancer qui a été passé par la suite. Donc la pratique du médiété, on le rappelle, ça fait travailler un peu toutes les articulations, ça nous met en mouvement. Oui, le médiété, pour faire simple, on est sur une activité physique qui permet de mettre en mouvement le patient. On travaille sur la posturodynamique, sur la posture, on renforce les muscles et on améliore la souplesse. Et donc, depuis quelque temps, c'est développé, ça s'est élargi à tous les publics. Exactement, ça s'est élargi au tout public. Beaucoup de personnes d'univers différents qui veulent lutter contre la sédentarité et s'activer au quotidien pour ne pas tomber justement dans la maladie chronique sur le long terme. Est-ce que tu peux rappeler les séances pour la construction ? Non, la séance, les horaires. Les horaires des séances au public, c'est les lundis et les jeudis de 12h15 à 13h15 à la filature de Lille, au dojo. À Périgueux. À Périgueux. Donc on va passer sur tes performances un peu sportives. Tu es une athlète et régulièrement, en fait, tu vises une qualification pour les championnats de France, élite. Et alors là, je ne sais pas si c'est plus récent, mais là aussi, tu vises une sélection en équipe de France. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est championnat de France élite ? Oui. Quelle est la différence et quelle est ta spécialité en cross-country, demi-fond ? Alors là, tu poses plusieurs questions en une. Je vais essayer de synthétiser. En fait, déjà, je suis spécialisée de base en cross-country parce que j'ai commencé au collège. J'avais naturellement, finalement, des capacités pour ça. Le cross, je rappelle, on est en nature. C'est une courte distance jusqu'à 6 km. À fond les ballons. C'est la place qui compte. Il n'y a pas de temps. Le cross, j'ai été au championnat de France cette année. J'ai donc le titre de championne interrégionale de cross. Et j'ai été aux France, ça s'est pas très bien passé cette année, avec une place très symbolique. C'était à Carré. Et donc ça, c'était en mars. Je prépare également les France de 10, là, en mai. C'est le 10 mai. On part en club, du coup, avec plusieurs personnes du club de Bergerac, là où je cours. Et je prépare ensuite le semi des Sables d'Olonne. Donc sur semi-marathon, j'ai un chrono d'1h17 actuellement et je vise 1h15 pour les prochains semis qui arrivent. Et je vais faire le semi-marathon le plus dur d'Europe, qui est le semi-marathon du Mont Ventoux, le 7 juillet. J'ai fait 2e française l'année dernière, derrière Manon Coste, qui est une traileuse internationale. Donc voilà, je me suis très bien qualifiée. Je suis invitée d'honneur cette année. Ils m'ont d'ailleurs offert le dossard, merci à eux. Donc il y a vraiment des beaux objectifs qui arrivent. En effet. T'avais 34 minutes 39 sur 10 km, ça c'était en mars 2024. Oui, alors quand même, j'ai réussi à battre mon RP qui est périmé, 34,9 il est périmé, c'est 34,25. RP, c'est record personnel. Record personnel, tout à fait. On évite les acronymes ici, Julia. Merci. Alors, 34,25 actuellement, et là je fais le 10 km de Bergerac. Ben tiens, d'ailleurs c'est demain soir, donc on va voir ce que je donne. Je vais aller chercher mon record personnel, certainement voir le battre, j'espère. C'est quand exactement Demain soir à Bergerac, du coup. Donc le 25. Le 25 avril à 20h, le départ du 10 km le 5 et le 10 km de Bergerac. Il est organisé par Christophe Lenaucher, qui est mon coach au club,
le coach des compétiteurs, des élites. Donc je rappelle, les élites, c'est des athlètes qui ont la prétention de courir à l'échelle nationale. Il organise ce 10 km pour finalement permettre de faire rayonner le club. C'est un 10 km qui est référencé Fédération française d'athlétisme. Ça veut dire que si vous performez sur ce 10 km, vous pouvez faire les championnats de France de 10 par la suite. C'est très important du coup d'avoir cette référence FFA sur les courses. Il y a aussi le 10 mai, une échéance autrement plus importante. Explique-nous. Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est les championnats de France de 10 km. Je vise un top 15 à l'échelle française. Je vais essayer de récupérer mon top 15 que j'ai eu l'année dernière. Le but, c'est vraiment de m'amuser, de bien gérer ma course. J'ai tendance à partir trop vite sur mes courses. Et voilà, vivre cet événement qui est incontournable. Les 10 km, j'en fais depuis 12 ans. Je suis à ma 12e année d'athlétisme et j'ai toujours envie de progresser. Et si j'arrivais à 34 minutes, je rentre dans le monde des grands, donc dans le monde du National 1. Je suis à 34 minutes 25. Il me reste 25 secondes à gagner pour être après dans les plus beaux personnages français en course à pied. Waouh, mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais ça veut dire quoi concrètement si tu passes à barre au-dessus? Est-ce que tu auras plus de partenaires? Déjà, je crois que tu as déjà des partenaires. Je vois Spiruline Vallée de Lille. J'ai 3 partenaires actuellement. J'ai le magasin Eurunning à Bergerac. C'est Nicolas Poisson qui m'a fait signer cette convention cette année. Donc des lots, ça peut être des compléments alimentaires, des vêtements, c'est les fringues, ça peut être les chaussures. Il m'a donné une gourde il y a pas très longtemps. Le but, c'est de m'aider en fait dans mon projet athlétique. Après, il y a Croroc qui seront là demain au 10 km de Bergerac, qui me donnent des barres de céréales pour assurer des goûters de qualité. Au vu des troubles de comportement alimentaire que j'ai eu dans le passé, c'est important quand même de bien manger et de manger suffisamment aussi pour performer et garder un poids de forme, ni trop bas ni trop haut. Croroc m'aide énormément dans ce projet. Et la spiruline Vallée de Lille, j'ai tendance à avoir des anémies en fer, donc la spiruline qui est à base d'algues, je le rappelle, va m'aider à lutter contre ces anémies en fer et rester en forme toute l'année. En plus, bien sûr, de bilans médicaux réguliers et d'un suivi auprès de ma médecin du sport sérieux. J'imagine que c'est important aussi d'avoir des soutiens et aussi un coup de pouce financier. Tout à fait. Quand on est athlète, on oublie souvent cette facette. Parce que voilà, oui, nous les athlètes, on a tendance à être, on a un travail comme tout le monde, mais on a chaque paire de chaussures coûte très cher et il faut vraiment pouvoir faire face. Surtout que chaque paire de chaussures s'use très vite. Là, je cours 110 km semaine en moyenne, donc c'est énorme. Je veux dire, une paire de chaussures, elle me fait pas le trimestre, donc il faut vraiment s'aligner financièrement. D'où tous ces partenaires dont j'ai besoin et j'espère, pour répondre à ta question, au niveau national 1 que j'arriverai à avoir dans le futur, réussir à avoir des partenaires bien plus intéressants comme je dis comme ça, je pense à ASICS notamment, à Salomon, j'aimerais bien intégrer leur marque, être leur ambassadrice, ça serait vraiment très flatteur pour moi. Oka aussi, parce que je cours en Oka actuellement. Ok, le message est passé. Moi, on n'a pas beaucoup de temps, les 24 minutes se sont bientôt écoulées, malheureusement, ça passe trop vite. Mais je voudrais juste évoquer une autre facette de ta personnalité. Sur ton compte Insta, c'est Julia Euphorisia, j'aime beaucoup. Et on voit tes domaines d'intérêt. Il y a sport cancer, athlète, flamenco, présentatrice RLP. Tu sais, la chronique de laquelle on a parlé en début d'interview. Et modèle. Et donc on voit effectivement pas mal de photos du club de photos de Saint-Léon sur l'île, je crois. Oui, c'est ça. C'est les photographes du club de Saint-Léon que je suis rencontrée par la force du destin qui me permettent de faire des photos pour mes événements sportifs, de faire des photos pour ma page Insta, parce qu'on sait très bien que le visuel compte énormément sur Instagram. Le flamenco, je m'y suis mise aussi en partie. Tu parlais du flamenco pour compléter l'aspect très sportif qui s'apparente beaucoup à l'aspect masculin. On va développer beaucoup de force et beaucoup de mental dans cette pratique qui est l'athlétisme. J'avais besoin de garder un pied dans la danse et de me rattacher à tout l'aspect féminin qui est en moi. Donc je veux garder un super équilibre yin et yang en moi, avec finalement aussi tout le côté artistique. Je fais beaucoup d'expositions de peinture, de la peinture acrylique. C'est de l'art-thérapie qui m'a permis d'ailleurs de surmonter beaucoup de vagues dans la vie. Et donc j'ai exposé au Sunny Art l'année dernière. C'est une exposition locale en Dordogne de peintres amateurs ou professionnels. Et j'ai eu l'occasion d'avoir un beau stand, qui m'a assuré beaucoup de visibilité, qui m'a quand même fait connaître. D'ailleurs, j'ai fait quelques publications Insta, je sais pas si tu les as vues.
Non, mais je vais courir voir ça parce que vraiment, t'es pleine de ressources finalement. Là, j'ai aussi intégré, ça c'est à titre personnel, je vais être danseuse pour un clip d'afro-pop au mois de mai. Donc c'est Jérémy Leroy, il est en train de percer dans le rap actuellement. En Dordogne, il est un peu partout là en France actuellement, il va dans les boîtes de nuit faire des shows et on s'est rencontrés, le feeling est très bien passé et là on tourne à Royan le 3 mai, donc je vous en dirai plus prochainement, mais voilà, je vais être danseuse, un mélange de modern jazz, de classique et j'envisage quand même l'année prochaine de mettre au hip-hop ou à une danse beaucoup plus street pour finalement amener une mixité par rapport à mes bases de classique. J'ai vraiment envie de casser ce côté classique, d'où mon expérience en modern jazz, en flamenco, j'ai envie d'essayer plein de choses pour me créer une belle base de danse et que ça puisse me servir sur les clips par la suite de l'équipe que j'ai intégrée en début de mois dernier. Finalement, tu vas un peu où on ne t'attend pas. Je suis une femme pleine de surprises. Voilà, tu dis développer le côté féminin et c'est vrai que parfois la silhouette athlétique, est-ce que tu vois, là tu portes une magnifique robe et voilà, est-ce que c'est une manière pour toi de dire c'est possible d'allier les deux? En fait, c'est très bien dit, c'est dit avec beaucoup, c'est très raffiné. En fait, c'est vrai que beaucoup d'athlètes se sentent obligés, peut-être pas de compenser, mais c'est vrai qu'on a besoin à certains moments de montrer qu'on reste une femme, qu'on ne court pas que comme un homme. Moi, je sais qu'on me dit souvent tu te bats comme un homme, ça c'est clair, mais en fait, à côté de ça, j'ai vraiment cette envie de garder ce côté féminin, se coiffer, se faire les ongles, mettre une robe. En fait, c'est pas interdit même quand on a un corps musclé. Et du coup, il faut garder ces deux facettes de nous-mêmes. Et moi, j'ai vraiment envie de garder cet équilibre et surtout une diversité d'activités dans ma vie. Si demain la course s'arrête, je ne suis pas qu'une athlète, je suis juste une personne pleine de passion et qui a beaucoup de ressources. La preuve, encore avec le casting que j'ai passé il n'y a pas très longtemps, j'ai été retenue en tant que danseuse et j'ai envie d'en faire toujours plus et de développer des projets périphériques. Waouh, ça te donne envie. Merci beaucoup vraiment, Julia. D'ailleurs, là, tu portes des magnifiques ongles peints en rose. Là, je suis trop jalouse. Merci à l'Institut de beauté Beauty Success de Marsac. Ils m'ont fait un partenariat aussi en passant. Donc voilà, on voit que la coquetterie, finalement, je dis coquetterie exprès parce que c'est un onglet que tu emploies sur ton Insta. Oui, bien vu, c'est bien, t'as bien détaillé mon Insta. T'as vu, hein, j'ai fait des recherches. Hein. Pour terminer, je vois qu'il nous reste un peu de temps. En fait, tu parlais de la coquetterie, c'est important pour moi, l'image au vu des troubles du comportement alimentaire et des problèmes d'image corporelle que j'ai eu dans le passé. En 2 mots, c'est très important pour moi maintenant de me plaire, d'être bien dans ma peau, maintenant que je me considère guérie physiquement et psychologiquement. J'ai envie de profiter de la vie, de profiter d'une santé la plus parfaite possible, de me préserver, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et du coup, ça passe par une belle image du corps, ça passe par des passions multiples, un travail que je porte depuis 4 ans et je suis entièrement passionnée et je porte mon travail comme mon propre enfant. C'est vraiment mon bébé, la Camille. Et puis la course à pied, en fait, qui est devenue une réelle addiction. Et puis, source de liens sociaux inépuisables. D'où Julia Euphorizia. En fait, j'étais partie sur Julia Lasserlet, tout à fait prétentieux. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me suis dit en fait que ça en révélait très peu sur moi aussi. L'euphorie, c'est ce qui me révèle. C'est aussi ce que mes parents ont beaucoup contenu dans le passé, mais ce côté euphorie, envie de faire toujours plein de choses, ce qui me maintient en vie aussi. En tout cas, c'est très inspirant. Merci beaucoup, Julia. Merci, Emma. Les 24 minutes se sont écoulées. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. 24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse.